Salut à tous les astrologues, les astrophiles, les astrologues amateurs, les astrologues en herbe, les astrologues professionnels, tous ceux qui veulent participer à mes petites causeries sur les lunaisons. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois que je fais ces lunaisons, c'est un continuum en fait, c'est pas du tout, il s'agit pas de faire un horoscrote comme j'appelle ça, c'est-à-dire de vous raconter, de vous mettre en garde sur ce qui va vous arriver dans le mois ou vous permettre d'aménager vos histoires affectives ou financières. C'est pas mon but à travers ces causeries, c'est plutôt de vous faire prendre conscience des véritables évolutions de fond qui ont lieu dans le monde actuel, au-delà de tous les commentaires des experts en expertise et des spécialistes en spécialisation, comme dit Christophe Alévèque. C'est-à-dire en fait, les fameux experts, les fameux spécialistes, ils sont complètement paumés depuis un certain temps, ils n'osent pas vous le dire, parce que sinon vous cesseriez de croire ce qu'ils vous racontent. Et pour cause, l'évolution du monde telle qu'elle s'est faite dans les 15 dernières années n'est pas du tout celle qu'ils avaient prévue il y a environ 20 ans. Les seuls qui ont réussi, enfin les seuls, oui, je parle pour des gens qui travaillent une bonne astrologie, ce qui n'est pas le cas de tous les astrologues, mais disons que il n'y a que les astrologues qui ont à peu près prévu les grandes évolutions du monde. Je rappelle que quand le mur de Berlin est tombé, c'était les astrologues qui l'avaient prévu avant, en parlant d'une révolution pacifique qui mettrait fin au système soviétique, ce qui paraissait totalement, mais alors totalement à l'ouest. Or ça s'est passé à l'est, et donc c'était pas du tout à l'ouest. C'était vraiment ce qui a eu lieu, et donc on avait une preuve de plus de l'efficacité de l'astrologie, qui était utilisée dans les grandes civilisations pour permettre les mutations, les passages à la civilisation suivante, en fait, dans le creux qui existe entre deux modes de civilisation. Il y a une espèce de creux assez destructif. Dans ce creux, comme disait, je ne sais plus qui, les monstres surgissent dans ce clair-obscur. Et donc, c'est à ce moment-là où on a absolument besoin d'une vision un petit peu plus à long terme que des gens qui prolongent par des traits des courbes existantes en s'imaginant que la courbe va continuer pareil. Et ben non, les courbes quelquefois s'inversent, les tendances basculent, une tendance inattendue prend le dessus, et qu'est-ce qui peut permettre de ça? Il n'y a que l'astrologie. C'est pour ça que alors, il y en a aussi qui me disent ah oui, mais pourquoi tu parles de politique, tout ça, alors que bon, l'astrologie c'est fait pour essayer de trouver son chemin spirituel. Et bah oui, exactement. Mais ceux qui me disent ça n'ont pas compris ce que c'est la spiritualité, puisque ils ont une vision séparatiste entre le collectif et l'individu. Or, cette vision, d'un point de vue spirituel, est illusoire. Vous n'êtes en aucun cas séparé de ce qui vous entoure au niveau collectif. Donc, je ne m'intéresse pas à la politique politicienne, même si je vous donne des fois des petits indices. Je recherchais toujours sous la vidéo, enfin sous l'audio plutôt, non pas les commentaires, mais la présentation à chaque fois. N'oubliez jamais de la lire, puisque je vous donne dedans à chaque fois nombreux liens sur internet ou sur Radio France souvent d'ailleurs, avec des choix vraiment qualitatifs qui vont vous permettre d'étayer les propos que j'ai pendant ma petite allocution là, de manière à vous montrer que c'est pas du tout issu c'est issu d'un côté évidemment d'une analyse astrologique bien assez fine, enfin la plus fine que je sois capable de faire en tout cas. Et même, je dis pas tout, parce que si je vous mettais dans vos oreilles plutôt, devant les yeux aussi, tout ce qu'on peut dire sur un thème, ceux qui me connaissent savent que ça peut durer des heures et des heures, et à ce moment-là, on a une vision extrêmement profonde. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Donc, je donne un résumé succinct, et qui, pour certains, est déjà trop long. Bref. Donc, alors, rappel, la méditation mondiale aura lieu, donc c'est le 24 juillet 2025 à 21h12 exactement qu'a lieu la nouvelle lune en Lion. Elle aura lieu à 2°08 du Lion, donc en tout début du Lion, hein, les premiers décans du Lion ou de tous les signes fixes, hein, Scorpion, Verseau et Taureau, vont être plus particulièrement secoués par cette nouvelle lune. Enfin secoués, pas forcément dans le négatif d'ailleurs, pour les Lions ça peut être au contraire très bon. Mais bon, voilà, c'est
pour pouvoir bénéficier à fond des influences qui ont lieu dans cette nouvelle lune, qui est très puissante. Hein. Elle est comme en parallèle avec l'entrée avec l'année 1967 en entier, qui était l'entrée dans l'ère du Verseau, d'après mes calculs, et donc aussi la fin du Kali Yuga. Et donc on a, pour la fin des yugas, c'est plus compliqué. Hein. Il y a des périodes intermédiaires qu'il faut calculer. Enfin, bref. Mais disons qu'en gros, c'est une date très importante au niveau mondial. Et on a comme si on avait une ressucée avec Saturne qui rentre en Bélier de cette année-là, Jupiter en Cancer aussi. Et donc, comme si ce qui se passait aussi bien au Moyen-Orient, comme à cette époque-là d'ailleurs, avec la guerre des 6 jours et la guerre qui s'est déclenchée Iran-Israël, quoi. Enfin, plutôt qu'a déclenché Israël, plus avec l'aide des Américains. C'est comme si on avait à nouveau au niveau mondial cette espèce de ras-le-bol de ces gens qui font des guerres en notre nom quelquefois, et là ça peut faire monter ce qui a été les années 67, 68, 69, un mouvement très très fort. Alors bon, on n'est pas au début de l'ère du Verseau. Au moment où l'ère du Verseau a commencé, il y a comme une descente d'énergie spirituelle, de lumière, extrêmement spécifique. Hein. Si vous prenez tous les éléments qui ont lieu en 67, vous allez remarquer qu'ils ont quelque chose d'assez cosmique et d'assez extraordinaire. C'est pas simplement parce que les gens prennent de LSD. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont... Voilà, c'est le début par exemple d'Euroville. Enfin, tout tombe en 67, si vous regardez bien, puis 68, c'est la suite, quoi. Donc, pour bien bénéficier de ces influx, quand ils sont très forts comme ça, je recommande toujours la méditation, parce que si vous méditez pas, vous prenez ce genre d'influx en pleine gueule, c'est très fatigant à ce moment-là. On peut avoir des tensions énormes, avoir l'impression de péter les plombs, faire ou du surbooking, ou du comment on appelle ça, être complètement stressé, quoi, être complètement overflow, une espèce de trop de choses à gérer, et du coup on est paumé, quoi. Évidemment, ça peut créer des burn-out, hein, au bout du compte, si on continue comme ça, ou des dépressions très profondes. Donc en fait, ces influx, bien que très positifs, c'est une telle descente d'énergie qui se fait dans chaque individu et dans toutes les collectivités, et donc les pays aussi, que très rarement on est capable de recevoir ça correctement, et quand on se le reçoit en pleine figure, ça fait mal, quoi. Alors, la méditation mondiale de ce 24 juillet, elle aura lieu, il faut la commencer à 21h à peu près, elle aura lieu au début du lion. Donc, alors le lion, c'est le signe de l'individuation, selon Carl Gustav Jung, mais ça peut être aussi celui de l'individualisme, hein, séparateur, égocentrique, enfin. Et donc là, on a le choix entre diabolein, ça veut dire séparer, hein, et symbolein, réunir. Donc, si vous vous référez au symbole du lion et au symbole solaire, on voit qu'il ne s'agit pas de faire briller son ego, ou de s'imaginer être supérieur aux autres parce qu'on dit ça ou on a lu ça quelque part, mais d'avancer en processus d'individuation, c'est-à-dire le processus de lâcher l'ego petit à petit pour que le moi monte tout doucement de lui-même, naturellement, j'ai envie de dire presque, vers l'âme et puis vers le soi. Je rappelle, pour bien comprendre les travaux de Jung, puisqu'en ce moment il y a une émission sur Jung très intéressante qu'on trouve sur France Culture, les nuits de France Culture, hein, ça s'appelle Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur, du 21 juillet au 28 juillet, je crois à peu près, ou 30, je sais plus. Voilà, il y a 8 émissions qui sont des émissions anciennes, quoi. Souvent, mais Jung, c'est toujours intéressant. Si vous connaissez pas, écoutez ses travaux, parce qu'ils sont extraordinaires. Hein. Le premier a déjà eu lieu, c'était qui montrait sa différence avec Freud, qui est très très branché sur l'inconscient, que réservoir des instincts, du sexe en particulier. Jung n'a pas une vision, il épouse cette vision-là aussi, mais il va plus loin. Il dit, sous la zone de l'inconscient personnel et des expulsions, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif, et ses symboles, et c'est lui qui va découvrir la fonction des archétypes. Et donc il est totalement d'accord avec l'astrologie. D'ailleurs, il faisait de l'astrologie, mais il le disait pas pour pas être pris pour pas sérieux. Les Français qui le savent, ils disent, ah oui, c'est la preuve qu'il n'est pas sérieux. Oui, c'est la preuve surtout qu'ils sont complètement idiots, parce qu'ils savent pas que l'astrologie est une science, et qu'elle est utilisée par ceux-là même qui la dénigrent, pour la garder comme un outil secret de pouvoir. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir. Et il y a
des idiots utiles de ce genre d'idéologie manipulatrice qui croient que l'astrologie ne contient rien de scientifique. Ben non. Si vous l'étudiez, moi j'ai une formation scientifique, j'ai voulu prouver que l'astrologie était fausse parce que ça commençait à m'énerver ces croyances. Et j'ai prouvé exactement l'inverse avec toutes les preuves qu'il faut. Et ça, c'est souvent surprenant. Hein, oui, c'est surprenant. Donc, la deuxième émission, c'est sur l'animus animal, le rapport homme-femme, mais aussi le féminin et le masculin, et en quoi, dans chacun, qu'on soit homme ou femme, il y a les deux parties en même temps, on est double. Et c'est intéressant de voir la partie qu'on a, on s'identifie, la partie qu'on n'a pas, on la projette sur quelqu'un d'autre, et c'est ça qui fait la puissance des relations de couple, même si c'est un couple homosexuel d'ailleurs, hein, ça marche à chaque fois. Il y a le yin cherche son yang, et le yang cherche son yin. Voilà. La troisième émission, c'est sur l'individuation, ce fameux processus qui est en route, donc ce mois-ci, hein, puisque le lion, c'est vraiment le signe de l'individuation. Le soleil est à la fois un principe d'ego, moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, comme je dis souvent pour rigoler par rapport à l'astrologie, tout ça. Mais ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le moi. Le moi dépasse l'ego dans le sens qui se socialise, qui va voir les autres, qui rencontre la communication et le mental, qui organise en fait à l'intérieur de soi-même une structuration de nos pensées, de notre éducation, de nos apprentissages, de tout ce qui fait qu'on est un être séparé des autres en apparence. Et donc ce moi séparé va organiser ses propres rôles, et ses paroles, rôles et paroles sont les propres du moi. Et évidemment, l'individuation, ça va consister à arracher en fait le mental à l'identification à ce moi qui se prend pour les rôles qu'il a, pour le personnage, pour les apparences qu'il porte au devant des autres, qui croit dans les jugements des autres, qui croit dans ses propres jugements et projections sur les autres. Et tout le drame de la souffrance humaine vient de là. Hein. Le Bouddha l'avait très bien compris. On ne fait que fabriquer sans cesse la souffrance avec des constructions mentales. Ces constructions mentales nous paraissent vraies parce qu'il y a une espèce d'auto-hypnose de l'ego et du moi, une espèce d'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on croit que ce qu'on croit, ce n'est pas de la croyance. On croit que ce qu'on croit, c'est vrai. Et que ce que croient les autres, ça c'est pas vrai. Ils se trompent, ils sont dans l'erreur, alors, quand je dis tout ça, essayez de l'appliquer à vous-même. Hein. C'est très important que dans un enseignement qui concerne la psychologie, de pas dire ah oui comme un tel. Non, regardez vous-même, parce que sinon ça sert à rien. Je perds mon temps à parler si vous regardez pas comment ça fonctionne en vous aussi. Voilà, donc la projection, c'est voir chez l'autre ce qu'on n'arrive pas à supporter chez soi-même, quoi. Et ça marche très très bien. On n'arrête pas de faire ça. Et la projection entraîne évidemment à sa suite le jugement. Et le jugement entraîne forcément la culpabilité, parce qu'on sait que quand on juge, on se trompe. On le sait, au niveau de l'âme, on le sait profondément. Qu'à chaque fois qu'on juge, on est en train d'être, entre guillemets, un peu méchant avec l'autre. On est en train d'être, abusif, d'essayer de marcher sur sa tête, sur ses pensées, sur ses expressions, sur son langage, pour prétendre à l'intérieur de soi-même que ma propre pensée, mes propres paroles, mon propre langage, ma propre manière de voir est meilleure. Et on a toujours un peu honte quand on se surprend en méditation, par exemple, à sentir ce genre de jugement en soi. Donc le jugement entraîne la culpabilité, et la culpabilité augmente encore le besoin de juger. C'est-à-dire que quand je me sens coupable, je suis très très mal, je sens quelque chose qui me tord au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, je suis un peu coincé, et à ce moment-là, il faut un bouc émissaire, il faut trouver quelqu'un qui va représenter le mal, puisque moi je crois que je suis dans le bien quand même, hein. Je suis quelqu'un de sérieux, qui essaye d'être bien, de faire tout bien, et il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient m'emmerder, qui vient foutre le bordel dans mon affaire. C'est terrible. Les autres alors, mais qu'est-ce qui m'a foutu tous ces autres, hein? Pourquoi je suis pas moi tout seul à gérer le monde entier, et qu'on m'obéisse et qu'on me suive. Voilà, donc c'est cette frustration du moi qui fait que la seule solution, c'est que le moi passe dans l'âme, c'est-à-dire se mettre à entendre le message de l'âme. Et pour ça, il n'y a que la méditation. Alors, il n'y a pas que la méditation au sens exclusif total, hein, mais disons que la méditation est le nec plus ultra. Il y a plein de méthodes. Hein. On pourrait imaginer toutes ces méthodes comme les rayons d'une roue, hein, avec le centre de la roue, là où ça tourne, quoi, le moyeu, quoi. Et tous les rayons, c'est toutes les techniques qui existent, thérapeutiques, artistiques, philosophiques, poétiques,
j'en passe des meilleurs, symboliques, etc., ésotériques. Enfin, il y a plein, les méthodes corporelles, les méthodes sexuelles aussi, il y a du tantrisme, ça. Enfin, il y a plein de méthodes qui permettent de retrouver ce centre qu'est l'âme, hein, alors on en connaît très peu, hein, notre civilisation, on est un peu en retard, quoi. Mais ces différentes techniques, en fait, il y en a une qui les résume toutes, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que elle est universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un peuple qui ne la pratique pas. On a l'habitude de croire que la méditation, c'est la méthode bouddhique, rester assis en lotus, ne pas bouger, zazen, regarder un mur, ou bien... Voilà. Non, mais ça, c'est l'apparence, c'est ce qu'on croit sur la méditation. Ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, par exemple, qui est un résumé synthétique et scientifique de cette façon de faire. Mais en réalité, la méditation, c'est simplement être là, pas bouger, et s'arrêter totalement, arrêter la pensée, arrêter le faire, arrêter de vouloir, arrêter, se reposer, et ne pas dormir. C'est arrivé à tout le monde, ça, se reposer et ne pas dormir, simplement parce que si on se repose et qu'on est très fatigué, évidemment on s'endort. Là, il y a une méditation naturelle qui s'appelle dormir, et qui répare tout le corps, qui fait que vous crevez fatigué, épuisé, rincé, avec des toxines dans tout le corps à force de forcer. Et puis tout d'un coup, le matin, vous vous réveillez, enfin si vous n'êtes pas malade, vous vous réveillez en pleine forme. C'est-à-dire pendant la nuit, l'âme est venue et a réparé toutes vos fonctions, qu'elles soient psychologiques ou cellulaires, etc. C'est assez extraordinaire, la machine de nature. Donc voilà. Donc voilà pour la méditation. Donc alors la méditation mondiale de ce du 24 juillet, pardon, 2025, donc c'est jeudi, hein, soir. Elle va être suivie pour beaucoup d'endroits en France par le coucher du soleil. Bon, à Marseille, ça va peut-être être 5 minutes après seulement. Donc, commencez tous la méditation à 21h à peu près. Sachant qu'à Nantes, il faudra tenir jusqu'à la coucher du soleil, donc coucher de la nouvelle lune en même temps, et lever de Pluton, à 21h50. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire 1 heure de méditation, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas l'habitude, faites la méditation à 21h jusqu'à 21h20, par exemple, le premier set de méditation, marchez un peu, faites un petit yoga ou un qigong, et puis reprenez pour le coucher de la nouvelle lune. Alors, je dis 21h50, parce que c'est le coucher, c'est la fin, hein, c'est-à-dire en rajoutant 6 minutes. Donc le vrai coucher à Nantes aura lieu à 21h44 par là. Vous pouvez trouver ça sur les applis d'internet, hein. Pour le zénith, c'est pareil, vous regardez l'heure à l'endroit où vous êtes du lever du soleil, l'heure du coucher du soleil, et vous divisez par 2, hein, vous additionnez les deux, puis vous divisez par 2, vous avez l'heure du zénith, qui est en ce moment vers 14h11, ou 2h11 du matin. Alors ça bouge jamais, du ciel, fond du ciel, c'est toujours la même heure, hein, 2h11, 14h11, vous voyez bien que c'est la même chose. C'est l'après-midi, voilà. Mais nadir et zénith, ça s'appelle. Alors que le coucher du soleil et le lever du soleil dépendent de la saison, hein. Surtout plus on monte dans les hémisphères nord ou sud d'ailleurs, plus on descend dans l'hémisphère sud, plus ces différences sont fortes, hein, jusqu'au soleil de minuit si on va vraiment vers les pôles. Donc 21h40, c'est pour Paris, hein, le coucher du soleil plus 6 minutes, hein, c'est 21h40, donc vous pouvez terminer votre méditation à 21h40 à Paris. Et puis à Marseille, c'est vraiment pour le feignant, hein, French-humain, vous avez 21h10, donc en rajoutant 6 minutes, pareil, au coucher du soleil, 21h10, vous pouvez arrêter votre méditation, donc ça vous fait une méditation de 10 minutes. Bon, c'est un peu court, hein, je vous autorise à continuer un peu plus longtemps quand même. C'est pas comme ça que vous allez découvrir votre âme si vous méditez trop peu de temps. Enfin bon, à vous d'adapter ces horaires à vos propres agendas. Et rappelez-vous donc le moment crucial de 21h12 pendant lequel vous pouvez soit plonger dans un silence profond qui vous rapproche du soi, parce que c'est un moment idéal pour éteindre en fait le mental, éteindre toutes les fonctions émotionnelles, vitales, tout ça, et être uniquement dans une présence pure, et ressentir cette présence comme aimante, et aimer cette présence aimante, j'ai envie de dire, pour la sentir se déployer dans la région du cœur. Ça c'est l'idéal qu'on peut faire à ce moment-là, se rapprocher de la libération de la conscience. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes si vous avez des souhaits très importants pour résoudre votre situation, ou si vous êtes sur un projet très important, vous saisir de ce moment pour le visualiser comme étant accompli. Pendant donc moins de 21h12, vous visualisez le projet avec ceux qui le constituent. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être ça peut être votre conjoint si c'est un projet personnel ou familial, ou votre famille,
et vous voyez ce projet réalisé. Bon, voilà, si vous voyez, je sais pas, dans la nouvelle maison, ou le nouveau lieu, si vous cherchez un lieu, etc. Et vous voyez ça comme réalisé, comme étant fêté, comme étant heureux, avec les gens qui vaquent chacun à leurs occupations ou leurs loisirs, ou qui mangent ensemble, la situation que vous voulez. Du moment que, en fait, il n'y a plus ce problème, il faut que j'obtienne ça, je veux ça. Vous le voyez comme totalement résolu, il est déjà arrivé, il est déjà là, et vous mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'attention douce, de tendresse, j'ai envie de dire, de tendresse du cœur dans cette situation. Alors c'est d'imaginaire, bien sûr, et ça a une fonction positive, c'est une sorte de magie blanche, quoi. On se sert de la force divine pour amener ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors le problème, c'est que des fois, on ne sait pas ce qui est le meilleur pour nous. On va souhaiter des choses, c'est ce qu'on veut, mais c'est ce que l'ego veut. C'est pour ça que ces pratiques sont quand même... il vaut mieux les précéder d'une bonne méditation, parce que quand vous avez fait une bonne méditation, quelquefois, vous pouvez découvrir que ce que vous vouliez très fortement, c'est peut-être pas la peine et qu'il y a un désir plus authentique, plus profond, plus nécessaire qui vient se mettre à la place. Dans ce cas-là, prenez celui-là. C'est pas la peine d'utiliser la force divine pour vouloir des choses avec votre ego. Ça deviendrait une forme de magie, grise ou noire, quoi, presque. Voilà. En tout cas, cette nouvelle lune est très importante, à 21h12, donc ce jeudi, le 24 juillet. C'est une nouvelle opportunité pour l'ère du Verseau, puisque en 67, c'est l'ère du Verseau, qui commence. Et ça, c'est déjà une approche, pour des raisons que je vais peut-être pas avoir le temps d'expliquer, on va voir. Je vous l'expliquerai dans d'autres nouvelles lunes, de toute façon, peut-être la prochaine en Vierge. L'approche d'Apollon, c'est la planète que j'ai découvert, une planète hypothétique, donc qui est en ce moment à 18,45 de la Vierge, et qui s'approche, Proserpine continuant étant à ses ennemis du Cancer. On voit très bien qu'il n'y a plus que 2 degrés entre les deux. Donc on pourrait dire que le sextile est déjà formé. Entre des planètes lentes comme ça, qui sont toutes les deux hypothétiques, je me réserve seulement 1 degré d'orbe, ce qui me fait dire que le sextile est à peine agissant, mais il va le faire augmenter, et il va occuper les 10 prochaines années, donc en gros de 2026 à 2036, et il va créer une transformation sociétale, une transformation des modes de vie extrêmement puissante. Donc c'est comme si enfin on commençait à se décider tous ensemble en tant que peuple humain à mettre en place les choses. Mais on n'en est pas encore là. Il nous reste à passer cette année 2025 qui n'est pas facile. Donc, alors, on va regarder ça un petit peu. Alors, on va regarder les aspects que ça fait. Hein. Donc, elle a lieu, pour la France, elle a lieu dans Maison 7, hein, sur 2 degrés 08 du Lion. Et donc, mais intercepté, l'axe Lion-Verseau est complètement intercepté à Paris et non, pratiquement toute la France, sauf voilà, peut-être Marseille, donc ça, mais sinon, si on accepte la partie, on va dire du sud-est de la France complètement, un petit triangle dans le sud-est, tout ce qui est la Provence, tout ça, toute la France aura l'ascendant Capricorne, donc Pluton en Verseau en maison 1, et qui s'oppose exactement à cette nouvelle lune enfin Lion qui est en début de maison 7, mais tout le Lion avec donc la nouvelle lune, Vulcain, Varuna et Mercure rétrograde surtout, qui est au beau milieu du Lion et qui a commencé à rétrograder. Donc ça c'est très important. Alors bon, d'abord se rendre compte que la maison 7 c'est celle des associations, des amis ou des ennemis. On va voir à qui on a affaire, amis ou ennemis. C'est le moment où on peut collaborer, ou au contraire rejeter la collaboration. C'est quelque chose qui dit, voilà, est-ce que mon couple, cette association, mon boulot, le rôle que je tiens par rapport à quelconque, oui, n'importe quelle association, quelle qu'elle soit associative, de couple, professionnel ou de loisirs, c'est à chaque fois qu'on se met avec quelqu'un d'autre pour faire quelque chose ensemble, il y a des possibilités que ça se fasse ou des possibilités que ça se fasse pas. C'est les alliances aussi gouvernementales ou politiques évidemment aussi. Donc là, en France, c'est intercepté, opposé à Pluton. C'est comme s'il y avait une destruction de toutes les possibilités d'alliance, et que si on ne médite pas, parce que je rappelle que le seul moyen de traverser une interception, quand
un axe est intercepté, comme là c'est le cas, le Verseau avec Pluton en maison 1 est intercepté, et Soleil, Lune, Mercure, ce qui caractérise en fait le mois, hein, est intercepté en Lion, donc qu'un signe du mois en maison 7. C'est comme si le collectif devenait contradictoire avec le mois, et qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir, parce qu'en fait, tout ça est intercepté, donc il n'y a pas d'accès à la compréhension de ce qui est en train de se passer. Il peut y avoir un malaise, il peut y avoir un ras-le-bol, mais on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on reste introverti en soi-même, comment dire, enfermé en soi-même, ou enfermé dans le collectif. Du côté du Verseau, enfermé dans les nécessités du progrès qu'on nous impose. Hein, il faut absolument mettre la 5G partout, sinon je sais pas quoi, on va... Voilà, même si ça fait crever des gens, c'est pas grave, faut l'installer, faut le mettre partout. Il doit y avoir aucune exception, surtout aucune exception, sinon on se rendrait compte que, évidemment, là où il y a des zones blanches, on verrait que les gens sont en meilleure santé. Il faut surtout pas qu'on se mette à conclure ça. Donc il faut tout couvrir le territoire de ces saloperies d'ondes électromagnétiques, j'ai envie de dire. Tout ça pour mettre en place une technologie dont on ne sait pas du tout où elle va, puisque elle va dans le sens inverse exact de ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète. Donc, puisqu'elle va multiplier le besoin de centrales nucléaires, le besoin de production d'énergie pour tous les centres, enfin bon, c'est énorme, hein. Comme j'ai dit déjà, une requête sur l'intelligence artificielle correspond à 10 requêtes Google, donc tout le monde veut jouer avec n'importe quel logiciel de l'intelligence artificielle, on va vers une catastrophe planétaire, hein. On accélère au lieu de ralentir. C'est exactement ce que nous demande de ne pas faire le GIEC, les écologistes, enfin, et tous les grands spécialistes, ceux qui ont vraiment réfléchi, quoi. Tous les gens intelligents disent la même chose. C'est pas parce qu'il y a un complot des gens intelligents, c'est parce que l'intelligence, c'est basé sur les faits et l'étude des faits. Et quand on étudie réellement les faits, qu'on ne se fait pas avoir à des racontards sur Internet, et on s'aperçoit que la situation est effectivement dramatique et doit être résolue d'urgence. Or, plus les gens perdent du temps avec des théories qu'on va appeler complotistes, mais bon, j'aime pas ce mot-là, parce qu'il est utilisé exactement par ceux qui aggravent la situation. Donc, c'est comme le mot secte à une époque, qui servait à taper sur tous les thérapeutes, tous les groupes spirituels, alors que c'est justement ces groupes-là qui permettaient aux gens d'aller mieux. Donc, bon, effectivement, les sectes existent. Oui. Effectivement, certains complotistes sont complètement barrés et sont complètement débiles. Oui, d'accord. Mais bon, voilà. Donc, si on veut se poser la question du comment avancer, il va falloir vraiment résoudre la question du moi par rapport au collectif. Et ça, c'est pas gagné. Donc, la France va se retrouver coincée dans son rapport un peu... le français, c'est un pays qui est Lyon, plus dans le sud d'ailleurs. Lyon est plutôt vierge dans le nord, mais disons que globalement, comme la France est un ensemble entre le nord, la partie occitane du sud et la partie plus Languedoc, comme on disait autrefois, enfin au Moyen-Âge. Donc le côté union de deux pays, ou de plusieurs pays, parce qu'il y a la Bretagne aussi qu'il faudra rajouter, l'Alsace... Voilà, bon, mais et la Corse, donc si on rajoute tout ça, et les Outre-mer, qui sont encore des bribes de colonies, mais si on admet que tout ça c'est la France, avec la population que ça crée, on voit qu'il y a un mélange de lion et de vierge, et que bon, c'est une crise pour la France, parce que le lion là est occupé, intercepté, donc c'est comme s'il y avait des personnalités qui veulent se mettre en avant et dire voilà, vous allez voter pour moi, alors que plus personne croit dans les votes, donc tout le monde ricane quand il voit ça, tout le monde est en train le discours a été tellement dévalorisé par monsieur Macron, qui a dit à chaque fois quelque chose pour faire exactement l'inverse, que maintenant, plus personne ne croit aucun discours. Ça m'embête moi-même d'ailleurs, parce que moi je fais des discours, sauf que mes discours sont pas basés sur des mensonges, ils sont basés sur une recherche de vérité, mais les gens n'arrivent même plus à distinguer, ce qui fait que pour eux, tout discours est juste une occasion pour la personne de se mettre en valeur en racontant n'importe quoi. Il n'y a plus d'idée de valeur, de valeur autre que personnelle ou égocentrique, de valeur collective, de valeur morale, de valeur spirituelle. Il n'y a plus d'idée qu'on puisse défendre ou rechercher ce qu'on appelle la vérité. Chacun sa vérité, comme on dit, ce qui vraiment fait le lit du mensonge, justement, parce que chacun sa vérité, ça ne veut rien dire du tout. Parce que les choses sont vraies ou elles sont fausses. Si elles sont fausses, ça ne peut pas être une vérité. C'est ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire pour parler français, le mensonge, quoi. Donc malaise dans la civilisation, pour dire Freud,
c'est-à-dire un Pluton en Verseau, on galope avec une vitesse accélérée vers une croissance de certaines technologies complètement fascinantes, mais complètement destructrices, et en même temps, on est en train de se demander comment chaque individu va pouvoir s'épanouir là-dedans. Ben non, les individus vont pas pouvoir s'épanouir dans le virtuel, au contraire, il va falloir lâcher ça. Et on sait que c'est carré, évidemment, l'axe Taureau-Scorpion. Qui lui pose la question de l'incarnation ou de la désincarnation, de la destruction dans le Scorpion ou de l'incarnation de nouvelles valeurs en Taureau, mais on n'en est pas encore là. Donc là, voilà pour la première donnée. Ensuite, tout ça cette nouvelle lune l'opposition à Pluton est toujours difficile à vivre parce qu'elle nous oblige à foncer vers quelque chose, vers la spiritualité, parce qu'elle est sous peine de destruction. C'est-à-dire qu'en fait, ça dit un peu l'opposition à Pluton. J'en ai une dans mon thème, donc je sais ce que c'est. C'est le jeu du pac-pac, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est comme autrefois, c'était une espèce de jeu vidéo où il y avait une petite bébête qui courait dans des labyrinthes, dans des couloirs, et il fallait lui échapper, parce que sinon elle vous bouffait, quoi. Quand Pluton est opposé au Soleil, la conscience individuelle est attaquée, en fait, par des forces plutôt noires, plutôt négatives, et il faut pouvoir échapper à cette montée du négatif, de la paranoïa, de la violence, de l'accusation, du jugement, enfin tous ces processus négatifs qui sont renforcés par le mental. Alors, en Verseau, le mental se met à y croire très fort. Toujours cette auto-hypnose du mental, il faut toujours se rappeler, parce que évidemment, on le voit bien chez les autres, mais chez soi, on le voit pas. Voilà, donc c'est le pac-pac, quoi. Il faut échapper par la conscience. Donc moi, je recommande toujours la méditation pour échapper au mental trompeur, auto-hypnotisant, et se retrouver dans une conscience calme, plus lucide, plus claire, où l'intuition va commencer à apparaître plus naturellement, et on va échapper à l'excitation stressante qui nous dit il faut absolument que tu fasses ci, il faut absolument que tu fasses pas ça, il faut absolument que tu ailles là, il faut absolument que tu réussisses ça, si tu fais avec ces personnes-là, tu vas tout rater, si tu fais avec cette autre personne-là, c'est super, il faut vraiment que je me lie avec cette personne-là, parce qu'elle m'a promis qu'elle allait m'apporter la richesse et l'argent, et on se fait rouler dans la farine, enfin bon, voilà, et on quitte ce qu'on aime pour aller retrouver ce qui nous attire, ce qui est la pire des choses à faire. Voilà, donc voilà, la maison 7 peut créer aussi des ennemis, c'est la maison des associations, mais c'est aussi celle des ennemis quand on n'en peut plus d'avoir été trompé par l'autre ou d'avoir trompé l'autre, parce que ça fatigue aussi de tromper l'autre, eh bien on se sépare, voilà. Donc voilà pour le principe du pac-pac, échapper à la destruction de la conscience par Pluton dans l'axe Lion-Verseau, qui est l'axe de l'amour, c'est l'axe de l'amour personnel ou l'axe de l'amour impersonnel. Personnel, ça veut dire toutes les formes de tomber amoureux ou d'aimer même amicalement, et puis toutes les formes aussi impersonnelles, c'est-à-dire la philia, l'agapé, quoi, comme disaient les Grecs, Eros, philia, agapé, les trois niveaux, il y en a 7 en fait, mais en fait les 3 niveaux qu'on peut dire chez les Grecs de l'amour, amour, Eros, un peu. Il y a porno d'ailleurs avant, on pourrait dire, mais bon, porno, Eros, voilà, philia et agapé, philia étant l'amitié et agapé étant l'amour transpersonnel, quoi, ce qui va nous mener vers les hauteurs du cœur qui s'ouvre et qui aime tout et tout le monde de même manière, non pas par nivellement par le bas, mais nivellement, enfin, élévation vers le haut, ce qui fait que tout est amour à ce moment-là. Voilà. Donc cette nouvelle lune est reliée par un trigone à Saturne. Oui, c'est ça. Qui est très très exact. Donc surtout à Neptune d'ailleurs, le trigone est exact. Donc Saturne-Neptune, c'est une fonction assez extraordinaire où la structuration alors ils sont tous les deux rétrogrades en ce moment, ils ont commencé leur rétrogradation, ce qui fait qu'il y a un travail intérieur qui se commence à se faire pendant 3-4 mois, plus que ça, pendant 5 mois à peu près, et qui va porter, 4 mois, enfin 4-5 mois, qui va porter sur comment on va pouvoir remettre en question ses propres structures, qu'elles soient à l'intérieur de soi ou qu'elles soient à l'extérieur de soi, les structures institutionnelles, les structures étatiques, les régimes ou les constitutions qui fondent notre appartenance à une civilisation. Comment on peut remettre en question tout ça? Voilà, Saturne, Neptune nous demande de refonder à partir de valeurs plus profondes. Alors en Bélier, est-ce qu'elles vont être plus profondes?
elles vont être révoltées, en tout cas, ces valeurs, et elles en ont marre, quoi. Est-ce qu'elles vont être vraiment plus profondes? On n'en sait rien. Ça peut aussi être amené à nous diriger vers l'autoritarisme ou ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire le populisme n'étant pas les groupes que moi j'appelle populaires, hein, qui sont, c'est-à-dire qui travaillent vraiment pour le peuple. Les populistes, bon, bah, c'est comme le Rassemblement national, c'est des gens qui ils disent des choses merveilleuses, puis après, dès qu'ils ont le pouvoir quelque part, ils font l'inverse. Je vois pas trop la différence avec le macronisme ou avec, enfin, tout ce qui tourne, Retailleau, enfin, voilà, tous ces politiciens, comme je les appelle. Donc, ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que, alors, il faut voir que Bacchus est juste à côté. Bacchus est à 8 degrés du Bélier, rétrograde aussi. Et donc, on voit que la tendance de ce renouveau sociétal est potentiellement assez dangereux, parce que ça se fait au trigone, cette nouvelle lune étant au trigone Saturne-Neptune, il peut y avoir aussi, dans ce besoin de renouveau, un besoin de relancer la machine néolibérale d'une manière encore plus manipulatrice et encore plus victorieuse contre les populations. C'est quand même ce que veulent les ultra riches. En ce moment, on doit chercher 40 milliards, quand on voit que il y a 200 milliards qui ont été distribués pendant les 10 dernières années à tous les ultra riches, sur le dos de tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi je botte à droite parce que j'ai une maison, j'ai une bagnole. Ben ouais, par rapport aux ultra riches, t'es un pauvre pecno, mec, t'es pas du tout riche. Donc il faut quand même arrêter de voter contre son intérêt. Si les gens qui votaient à droite étaient uniquement ceux qui ont intérêt à voter à droite, la droite ferait seulement 5%. Or, elle fait souvent 55 ou 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a environ la moitié des gens qui votent pas en réfléchissant et qui votent contre leur propre intérêt en croyant que c'est leur intérêt, parce qu'on leur a fait croire que c'est leur intérêt. Je pense en particulier aux agriculteurs là qui ont obtenu des victoires extraordinaires contre le gouvernement avec leurs tracteurs. Victoire extraordinaire dans laquelle ils se sont fait rouiller dans la farine encore plus qu'avant, et ils vont retourner, ils sont tout fiers, tout contents. Vraiment, on se dit, mais comment peuvent-ils être aussi naïfs? Ben, ils n'ont pas le temps, ils bossent tellement, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et c'est fou, parce que là, ils sont contents parce qu'on leur a autorisé à utiliser un poison qui va empoisonner tout le monde, qui va faire qu'ils vont être encore plus haïs par les gens, parce que plus les gens vont avoir des cancers, plus on saura d'où ça vient, plus on saura d'où ça vient d'eux. Et eux, ils disent, ah oui, mais nous, on peut pas, parce que si on met pas ça, on gagne pas assez de sous. Donc quel est le problème? C'est pas de mettre un produit chimique toxique, le problème c'est que vous n'avez pas assez de sous. Donc vous ne trouvez pas de problème, vous n'êtes pas forcé de mettre un truc chimique en tout le monde, vous pouvez faire des récoltes qui gagnent beaucoup moins, mais demander à ce qu'il y ait un service public, et la nourriture c'est comme l'eau, comme l'école, ça devrait être un service public, et les agriculteurs devraient être dédouanés de leur manière de cultiver, de manière à ce qu'ils fassent des cultures propres, saines, pour la santé de tout le monde, et non pas qu'ils empoisonnent les gens, ils disent, oh ouais, on fait de l'agro-bashing. C'est pas de l'agro-bashing, c'est du poison-bashing. C'est pas du tout de l'agro-bashing. Si vous mettez pas de poison, tout le monde aime les agriculteurs. Tout le monde, parce qu'ils nourrissent, comme on dit, nourrissent la France, sauf qu'il y a ces agriculteurs, ils nourrissent rien du tout, ils sèment des poisons dans ce qu'ils présentent comme de la nourriture. Et c'est normal qu'ils vont être de moins en moins aimés parce que les cancers sont en train d'augmenter, ils ont déjà doublé dans les dernières années à cause de ces fameux produits. Donc la loi du plomb, là, il y a eu une pétition de 1,5 million de gens qui l'ont signé, comme quoi les pétitions, ça peut servir à quelque chose. La personne a déclenché ça dans son ordinateur toute seule. Ça a fait comme quand les gilets jaunes ont démarré, tout d'un coup, quelqu'un devant son ordinateur est inspiré et pond un texte vraiment bien. Il se trouve que ce texte tombe en plein dans un moment où les gens en ont marre. C'est le fameux Jupiter en Cancer, qui est en carré toujours à Bacchus. Il est moins en carré à Saturne-Neptune qu'il ne l'était. Il est maintenant beaucoup plus en carré avec Bacchus. Et donc, il y en a marre des abus, quoi. C'est des véritables abus de confiance qui sont faits. Jupiter Cancer, le peuple qui consomme. Et puis Saturne-Neptune, les institutions qui dominent. Et avec Neptune, on a souvent l'idée des poisons, justement, de la chimie, de la chimiothérapie, en fait, tous les processus ou les épidémies aussi. Il y a une épidémie qui est en train d'apparaître en ce moment, voilà. Et on ne veut pas regarder d'où ça vient, on va tuer des tas d'animaux parce qu'ils attrapent ça, et on se garde bien de regarder que c'est dû au système agricole complètement qui marche sur la tête, où il y a plus du tout d'introduction de la nature. Les animaux bouffent des OGM qui sont obtenus en détruisant la forêt amazonienne, du soja OGM. On sait que le soja OGM est cancérigène, donc tous ces animaux qui sont pour la boucherie ou pour
ont des cancers assez tôt, mais pour pas perdre des animaux avec de cancer, on les tue assez jeunes, donc ils produisent du lait, ils produisent de la viande, alors qu'ils commencent à cancériser déjà, parce qu'un cancer, il est non visible, il apparaît dans l'énergie du corps, au moins 2-3 ans avant qu'il apparaisse dans les cellules sous forme énergétique, donc il est d'abord dans le corps. Et c'est pour ça que certains arrivent à guérir des cancers avant qu'ils apparaissent, franchement, et ça c'est la meilleure méthode, par l'énergie, par l'acupuncture, enfin toutes les méthodes, ou l'homéopathie, toutes les méthodes qui travaillent sur l'énergie. Donc, on a des animaux qui sont réellement cancérigènes, qui sont pas forcément cancéreux encore, mais qui sont cancérigènes, puisqu'ils ne mangent que des produits, que ce soit des poulets, que ce soit tout ça, ils ne mangent que des produits qui sont cancérigènes. Tous les soja, tous les OGM, c'est cancérigène, c'est prouvé par Seralini scientifiquement. On s'est dépêché de faire croire qu'il s'était trompé, alors que si vous regardez bien les travaux, il n'y a aucune erreur dedans. Hein, donc, mais il faut pas le dire. C'est comme les ondes, c'est cancérigène, mais il faut pas le dire. Donc c'est le résultat de tout ça, c'est que le peuple est en train de se réveiller. Jupiter carré, c'est un carré montant, hein, entre le Cancer et le Bélier. Donc c'est un carré martien, j'appelle ça. Moi, c'est des carrés d'action d'un coup. Cette action de pétition a été lancée et contre cette loi du plomb. Alors c'est la loi qui a du plomb dans l'aile, du coup, dans l'aile quoi de la 5e République. Et surtout dans l'aile du plomb dans l'aile de son monarque là, qui est destructeur de la santé, du discours, de la vérité, quoi, de la vérité des discours, et puis de l'écologie depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et face à ce monarque perverti, on a la citoyenneté qui commence à se réveiller. Et ça, c'est un bon signe de ce que j'ai dit comme cette équivalence avec l'année 67, où on a commencé à voir monter. Je rappelle qu'en 67, les premières révoltes étudiantes ont lieu à Nantes et en Californie. C'est marrant, c'est les côtes ouest à chaque fois, c'est parti ouest. Et après, un an après, les révoltes embrasant le monde entier. Hein. Donc là, on a une structure un peu semblable où les citoyennetés commencent à se réveiller, parce que si les citoyens se réveillent pas, mais ils vont continuer à avancer. Je vais essayer de vous mettre le petite vidéo là. Il y en a une qui est intéressante. Qui montre en quoi Bérou est l'archétype même du menteur patenté, quoi. On l'a déjà vu avec l'affaire Betaram, et c'est le digne second de l'autre menteur patenté, enfin des autres menteurs patentés qui constituent tout ce gouvernement, quoi. Donc là, il y a une espèce de crise, et le trigone exact de cette nouvelle lune à Neptune fait monter l'intuition, hein. Ça fait monter très fortement l'intuition de se dire, mais attends, est-ce que par hasard il nous mentirait? Non, je n'ose y croire. Voilà. Donc c'est un sextile également à la conjonction Uranus-Sedna-Psyché, qui est au tout début du Gémeaux, en maison 4. Donc là, c'est très bon pour ceux qui méditent, parce que ça peut faire venir des idées très très fortes. C'est comme si les idées les plus claires peuvent être inspirées, et qu'on peut avoir des montages de communication, des montages médiatiques, des montages relationnels, des manières de communiquer avec la société qui vont arriver, qui vont être complètement nouveaux, comme cette pétition, comme l'idée là je vais vous mettre aussi des podcasts aussi de Juan Branco, qui a écrit il y a quelques années, en 2019 d'ailleurs, au moment juste avant le Covid. Il a écrit un bouquin qui s'appelle... Ah, ça y est, je me rappelle plus. Qui s'appelle Le Crépuscule, voilà, je me rappelle. Et on peut revoir avec grand profit l'interview qu'il avait eu avec Michel Onfray, qui n'avait pas eu encore son AVC de neurodégénératif, là, qui a fait qu'il est passé tout d'un coup d'être libertaire à l'extrême droite, à travers pas mal d'interventions complètement débiles. Parce que, bon, évidemment, il faut remettre en question la gauche, plus ou moins trotskiste, Mélenchonien, tout ça. Oui, il peut avoir raison d'un point de vue libertaire, il avait raison, mais enfin, les libertariens ne sont pas des libertaires, déjà. Et le fait qu'il soit rangé du côté libertarien, puis des braves gens du Rassemblement national au point d'apprécier Zemmour, il a vraiment, avec cet accident cérébral qu'il a eu, cet AVC, il a vraiment une dégénérescence grave de sa... Il a gardé le tempérament d'être
un empêcheur de penser en rond, ce qui était très bien, sauf que maintenant il pense mal, donc ça sert juste à... Il est devenu provocateur, mais bête, quoi. C'est vraiment dommage. Et cette émission était avec Frédéric Taddy, qui était un journaliste assez sympathique, et donc il y a en 2019 un débat entre Michel Onfray et Juan Branco qui est passionnant, et là maintenant il se met comme défenseur, il est avocat tous les bâillonnés de la République, en créant le mouvement des ruches, c'est-à-dire un mouvement qui consiste à ce que les gens se rassemblent par groupe autour qu'on laisse jamais les personnes isolées quand elles sont écrasées par des processus collectifs abusifs. Et donc, comme dans les ruches, les abeilles c'est tout petit, mais quand ils sont plus à se défendre, on ne peut que s'enfuir. C'est ce qu'il faut contre le système actuel. Faut piquer très fort. Les gens, à chaque fois qu'ils essaient de démolir les libertés, les vies, quoi. En même temps que ça, dans les liens, je vous mettrai aussi une étude sur la désinformation médiatique et ses causes, qui rappelle un petit peu, là aussi, des trucs anciens. Là. Il faut refaire revenir les trucs anciens à la surface, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà et elles ont été oubliées. Et avec l'internet, on oublie. Chaque image remplace une autre image, au bout d'un moment on est saturé, on ne sait plus où on va, ni quel sens ça a de penser. Or, penser a un sens. Et là, cette étude de la désinformation médiatique et de ses causes, donc, ressemble à l'étude qu'avait fait Noam Chomsky. On peut voir ça dans un film, je ne sais plus comment s'appelle ce film, mais il a fait ça il y a environ 20 ans, hein, 15-20 ans. Oui, 20 ans. Et qui montrait comment... alors Noam Chomsky, là on peut le voir avec d'autres le rapport existant entre le scandale de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, et puis les mêmes médias vont dire ah bah oui c'est normal que Israël attaque des centaines de milliers de civils sur la bande de Gaza, même des millions, qu'il attaque l'Iran, ça voilà, oui, c'est normal, tout est justifié. Alors donc il y a deux poids deux mesures, il y a quelque chose qui est complètement absurde. Soit on est du côté des droits de l'homme et donc on se scandalise des deux, soit on est complètement partial, coupé en deux, on ne comprend pas ce qu'on est en train de raconter, quoi. C'est assez dramatique que les médias dominants en soient à cette comment dire, cette couardise, à cet avilissement de la pensée. Voilà, pour se vautrer au pied des puissants, quoi. Noam Chomsky avait fait cette démonstration avec deux rouleaux sur lesquels il avait écrit avec un ordinateur, il avait écrit des lignes de texte sur un rouleau de 5 cm de large. Donc tous les textes et les articles écrits sur la répression des Khmers rouges au Cambodge et sur l'écrasement dans le Timor oriental du peuple de gauche, un peu alors je vais préciser, d'un côté c'était une critique des méfaits indéniables d'ailleurs des communistes, des Khmers rouges, et comment ils avaient massacré des tas de gens, et il y avait des milliers et des milliers d'articles là-dessus faits par les journaux américains. Et en même temps que cet événement, il y avait un massacre des gens qui avaient voté à gauche dans le Timor oriental pour mettre au pouvoir, un peu comme Allende au Chili, pour mettre au pouvoir un pouvoir socialiste, les Américains étant très anti-socialistes, parce qu'ils s'imaginent que le socialisme peut mener au communisme. Mitterrand a failli voir les chars débarquer, heureusement il n'a montré pas de blanche à temps, parce que sinon les Américains auraient envahi la France pour rétablir le paquet de mitterrandistes, tellement ils ont peur de tout ce qui peut ressembler un peu de la gauche. C'est encore le cas maintenant, ils sont terriblement arriérés à ce niveau-là au niveau politique. Mais donc à l'époque, le Timor oriental avait voté à gauche, et à cause de la guerre froide, tout ça, ça avait été réprimé très très brutalement par un débarquement de GI, de parachutistes américains qui avaient massacré vraiment beaucoup de gens, mais le nombre d'articles qu'il y avait dessus, c'était une dizaine en tout. Et ça montrait vraiment en face de deux, comme Gaza et l'Ukraine, des informations équivalentes, des abus de pouvoir équivalents, mais traités de manière complètement inverse, parce que on est partial, quoi, on appartient à quoi. Donc ça c'est important. Et donc il avait mis sur deux roues, il avait deux enroulements de papier, il lançait les deux roues, et puis la roue qui contenait à peu près 10 mètres d'articles s'arrêtait tout de suite, et puis l'autre elle continuait à rouler,
et elle avait parcouru plusieurs kilomètres avant qu'on arrive à la fin du rouleau. C'était assez surprenant de voir comment les médias sont justement, c'est une démonstration très simple, presque imagée, de la partialité totale des médias. Bon, après dans cette une petite critique sur cet article, c'est qu'il oublie de dire que l'exagération guerrière, la peur qu'on nous fait, par exemple ça, dans le cas de Poutine, c'est l'astrologie qui nous le dit, et non pas d'autres considérations. On a quand même un peu raison de se méfier, parce que se retrouver, puisque l'OTAN se retire à cause de Trump face à ces frontières de l'Europe, et que donc les Européens se retrouvent presque à poil, puisque la seule armée qui existe en Europe, c'est la France, armée, enfin digne de ce nom, quoi. Je veux dire, où il y a vraiment une force de frappe. Il y a d'autres armées partout, mais elles sont minuscules, parce qu'il y avait l'OTAN, justement. Et l'autre armée, c'est les Anglais, qui sont prêts à intervenir également, si l'Europe est attaquée, bien sûr, en tant qu'alliés. Mais à part la France et l'Angleterre, il n'y a pas d'autres armées. Et se retrouver à poil en face de Poutine, c'est pas quelqu'un qui va se dire, ah, les pauvres, ils sont à poil, je vais les épargner. Au contraire, il y a rien de plus qui peut l'exciter, cette espèce de masculinité stupide, quoi, que de jouer les plus forts avec les plus faibles, quoi. Puisqu'il a fait avec ce qu'a fait Trump aussi dans le bureau Oval avec Zelensky, c'est-à-dire il y a une jouissance perverse de ces gens-là à essayer d'écraser ceux qui sont plus faibles qu'eux, quoi, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont forts. Alors que évidemment, ça prouve que c'est des gens très faibles, qui ont une âme très faible, très médiocre. Donc, je continue sur les opportunités un peu. Donc, cette conscience Uranus Sedna Psyché amène une nouvelle conscience, parce que Sedna, c'est une conscience nouvelle de à quoi sert la communication. C'est pour ça que j'insiste sur ces émissions, sur les médias et tout ça. À quoi sert la communication? Comment on peut s'en servir autrement? Comment l'Internet, en particulier, il va falloir s'en sortir. Il va falloir à la fois s'en servir et s'en sortir. Parce que c'est tellement surveillé, fliqué, que petit à petit, les endroits qui contiennent des vrais articles sont supprimés. Donc c'est un peu, est-ce que c'est pas un piège d'aller se mettre dans un endroit où les gens peuvent censurer? Et puis d'un autre côté, donc ça c'est le côté censure, et puis de l'autre côté, c'est du côté de l'Europe, ou de la Chine. Et puis du côté des États-Unis, il y a des gens qui disent, ah bah nous on va pas censurer, on va envahir, au contraire, le droit à l'expression libre va devenir le droit à mon expression libre, celle de Musk par exemple, qui n'exprime que des propos fascistes, mais qui recouvre tous les autres propos par une quantité, par le classement de Google aussi, ils font monter en tête des opinions, voilà, et ils se servent des algorithmes comme moyen de manipulation. Donc on est un peu dans les mêmes techniques que Goebbels, c'est-à-dire si vous répétez quelque chose 1000 fois, ça devient vrai, même si c'est totalement faux. Donc on a deux conceptions différentes de l'information, qui aucune des deux n'est valable. Il y a eu quand même, d'un point de vue récent, des enquêtes qui prouvent désormais que il y a une baisse de QI énorme avec les téléphones portables. Il y a une corrélation exacte entre la courbe des suicides, des dépressions des jeunes entre 14 et 30 ans. Le nombre de suicides et de dépressions qui ont doublé. Les dépressions, c'est multiplié par 5 et les suicides par 2, je crois, un truc comme ça. Donc c'est énorme en très très peu de temps, en 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans spéciales? Alors, on dit, ah oui, les glyphosates, tout ça. Mais enfin, le glyphosate était là depuis longtemps. Oui, peut-être. Il ne s'agit pas d'innocenter le glyphosate, mais il s'agit de voir quel est le seul événement qui s'est multiplié dans ces 10 ans-là. Évidemment, c'est l'utilisation des portables à fond de la caisse. Il suffit de regarder l'assemblée de priants, de bénédictins, dans n'importe quelle rame de métro, tous se pencher leur capuche sur leur truc, pour comprendre qu'on est rentré dans une nouvelle religion grave, une religion numérique, qui enferme les gens dans une isolation totale. Évidemment, ça ne peut engendrer que des dépressions. Quand vous êtes jeune, vous dire ce qui est valable quand tu es jeune. Moi, j'étais très timide et très bloqué. Il n'y a rien qui m'a fait plus de bien que de devenir animateur, jouer de la guitare, chanter avec les autres, parce qu'on chantait à cette époque-là. Alors maintenant, ça paraît ridicule, oui, mais seulement jouer de la musique et chanter, voilà, c'est quelque chose qui crée une spontanéité, une expression, ça fait beaucoup de bien, on rigole, et puis si on se plante, on recommence, et puis voilà, le morceau, et puis on est tout content d'être créatif à son tour, de pas être qu'en train de consommer des vedettes, et on devient soi-même la vedette momentanée. Moi, j'étais
la vedette d'un petit groupe d'enfants quand j'étais animateur. Évidemment, je ne prenais pas pour Johnny Hallyday, mais je veux dire, c'était rigolo. Si ça se trouve, je chantais pas. Enfin, si je chantais juste, mais c'était pas terrible non plus, quoi. Et souvent, je ratais un accord à la guitare, tout ça. Bon, voilà. Mais ce qui était rigolo, c'est que les gamins, ils y croyaient, hein, ils me prenaient pour Johnny Hallyday. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'ailleurs, je chantais pas de Johnny Hallyday, je chantais plutôt de Maxime Le Forestier. Enfin, c'était une autre question. Mais c'était rigolo parce que, en fait, ce qui compte, c'est la joie, quoi. C'est que les gens soient là, naturellement, voilà, comme un arbre dans la ville. Et hop, c'était parti, tout le monde chantait, tout ça. Et puis, on imitait le chanteur, ou on la jouait sérieux, triste, pour créer l'émotion, ou on la jouait rigolo pour exagérer le chanteur, ou on se mettait à crier la chanson pour... c'est que de la joie tout ça, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'il y a de l'expression, que chacun peut s'exprimer, il y a de la joie. Faut arrêter d'être en train de critiquer, de mesurer, ah oui mais il a fait un mi bémol alors que c'était un mi, ça va bien quoi. Ce qui compte c'est que ça s'exprime, que ça se joue, que ça, voilà. Enfin c'est pour l'été, c'est mon conseil pour l'été, exprimez-vous quoi, faites-vous du bien, exprimez votre corps, exprimez votre chant, exprimez voilà, il y a toutes sortes de manières, votre art quel qu'il soit. Exprimez-vous aussi mentalement, mais vous prenez pas trop la tête, quoi. Voilà, donc voilà pour un petit peu ces aspects qui sont extrêmement masculins, qui sont expressifs, qui permettent d'avancer, mais qui posent la question de vers où on va comme type de civilisation. Et donc pour terminer sur ces jeunes, donc les courbes de suicide les courbes des suicides et des dépressions, voilà, suivent exactement la courbe de nombre d'heures qui sont calculées grâce au portable des gens. C'est-à-dire que si on prend telle dépression qui survient à tel âge et qui dure combien de temps, on remarque que c'est complètement corrélé, c'est la même courbe que le nombre d'heures passées sur le portable par la personne. Donc maintenant c'est prouvé. Les dépressions, les suicides viennent bien de l'utilisation abusive du portable, ce qui fait que les Chinois ont mis au point des techniques où ils diminuent arbitrairement, de manière autoritaire, le temps sur les écrans pour les plus jeunes, pour les protéger. Alors on dit, ah oui, ça c'est les Chinois, c'est autoritaire. Mais attendez, moi je suis contre les... Alors on dit rien quand les Chinois sont en train de massacrer les Ouïghours ou de massacrer les Tibétains, parce que oui, le commerce, et tout d'un coup quand ils font un truc qui est vraiment sain, c'est-à-dire qu'ils disent, il n'y a pas de raison que les espèces de Musk et compagnie et tous ceux qui Google et tout ça, ceux qui possèdent le monde à travers leurs algorithmes, il n'y a pas de raison qu'on laisse laver le cerveau. Laver le cerveau, c'est gentil. Détruire même le cerveau de nos enfants, parce que eux, ils s'en gardent bien. Comme je les ai expliqué, jamais un de ces gens-là ne donne un portable à son enfant avant l'âge de 15 ans, parce qu'ils savent très bien comment ça serait destructeur pour le cerveau. Donc eux, ils le font pas, mais tout le monde le fait en sachant pas que c'est hyper dangereux. Donc voilà, c'est à réfléchir donc dans votre rapport. Maintenant c'est prouvé, hein, vous pouvez trouver tous ces travaux-là. Alors par contre, ce qui est bien dommage, c'est qu'ils ne disent pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, voilà, ils vont dire que c'est dû à la quantité de temps passé devant, mais ils disent pas pourquoi le temps passé devant un écran serait mauvais. Autrefois, les gens passaient des fois beaucoup de temps devant la télé ou au cinéma, ça n'a jamais créé de telle hécatombe. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben parce que c'est pas les écrans le problème, c'est les ondes. Ce sont les ondes émises, les Wi-Fi, tout ça, qui modifient les ondes cérébrales, qui modifient la circulation de l'électricité à l'intérieur de l'organe complexe qu'est le cerveau, et qui finissent par le saturer d'ondes négatives, d'énergie négative, c'est-à-dire négatives, c'est-à-dire qui n'ont pas été calculées pour être en accord avec la biologie du corps. Là, il y a eu des expériences qui ont été faites très nombreuses qui montraient que c'était contre la biologie du corps, mais on n'en a pas tenu compte. Il y a, dès 95, il y a des chercheurs qui travaillaient pour Nokia qui ont étudié les différentes longueurs d'onde. Ils se sont aperçus qu'il y avait certaines longueurs d'onde qui étaient très dangereuses à utiliser. Parce que si on les utilisait, on abîmait le fonctionnement du cerveau ou du corps. Hein, parce que tout le corps, c'est des ondes partout. Chaque organe a une onde différente, chaque cellule a des ondes, enfin des ondes ressemblantes, c'est des cellules alors les cellules du foie ont toutes une onde ressemblante, alors que les cellules du pancréas ont toutes une onde ressemblante. Tout ça, c'est en train de découvrir qui sont faites, on appelle ça la médecine quantique, c'est pas plus quantique qu'autre chose, mais c'est une médecine énergétique, on commence à découvrir que les longueurs d'onde ont des messages. On est même capable maintenant de guérir, mettons, une maladie, en envoyant le message vibratoire, une onde dans le corps, correspondant au remède. Et la personne ne reçoit rien du tout de remède chimique, elle reçoit simplement la longueur d'onde de la plante, par exemple, et c'est comme si elle avait reçu la plante. Ça aussi, ça a été prouvé, c'est fascinant. Le son que font les plantes aussi, qui répondent
à certaines émotions. Enfin, les recherches qui sont sur le domaine du vivant, des ondes électromagnétiques naturelles présentes dans le vivant, sont extraordinaires. Et on n'en a tenu aucun compte pour fabriquer les longueurs d'onde des antennes, et des Wi-Fi, et on balance des longueurs d'onde dégueulasses, alors que c'est savant dès 95, donc c'est très ancien, c'est déjà il y a 30 ans à peu près, et exactement même. Et il disait, si vous prenez ces longueurs d'onde-là, si vous ne les laissez pas libres, si vous ne les laissez pas, il ne faut pas du tout les utiliser, quoi, parce que c'est le corps vivant et le cerveau qui les utilise pour évoluer, pour être heureux, pour aller bien. Si vous vous mettez à les utiliser pour faire passer faire marcher vos machines, vos idiophones et vos antennes et vos Wi-Fi, tout ça, et toutes ces connexions, évidemment, ça c'est sûr, tout le monde va être content parce que la machine marchera bien, mais le cerveau marchera plus. Et on en est là. Voilà, donc je précise que ce renouveau de réflexion sur la technologie, alors là, ça vaut le coup. Par exemple, la pétition contre la loi du plomb montre qu'on peut, si on se rassemble à plusieurs, contrer un gouvernement. Alors évidemment, ils vont pas le faire, puisque dans la Constitution, on ne peut pas aller contre le jugement du Parlement, qui a obéi en fait au lobby, tous ces braves bourgeois dans le Parlement, qu'ils soient socialistes ou Renaissance ou quoi que ce soit, Renaissance, je me demande de quoi d'ailleurs, Renaissance de la bêtise. Donc ils ont tous suivi ce que disaient les lobbies, comme ils font toujours. En France, c'est un tout petit peu moins fort qu'à Bruxelles, mais c'est pareil, quoi. Ils reçoivent du petit cachet sous la table. Enfin, c'est horrible. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont mal voté. Et trop tard. Et donc tout ça parce qu'il fallait faire plaisir aux paysans. Mais donnez-leur l'argent aux paysans. Arrêtez de leur faire plaisir en leur donnant du poison. Vous avez le droit d'étaler du poison. Mais non, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Bon, alors voilà, et alors les autres aspects sont moins puissants. Il y a un sextile Amor et Makemake qui montre que il y a de nouvelles relations qui sont possibles, qui peuvent nous mener à l'amour profond. Ça c'est intéressant pour l'été, quoi, en particulier pour les amours d'été. Et on a aussi un trigone à la lune noire vraie, début Sagittaire. Alors là, c'est un trigone pas facile, il faut dépasser certains dangers en amenant des décisions fortes. Ça concerne mon thème en plein, donc ça veut dire qu'il faut trouver un moyen d'échapper à l'extermination collective des EHS en trouvant un autre lieu en zone blanche. Que je ne connais toujours pas, sinon effectivement la plupart des EHS sont en danger de mort actuellement par extermination voulue par un gouvernement qui sait très bien que ces ondes tuent des gens, qui tuent en particulier les gens qui ont le malheur d'être allergiques à ces ondes. Bon, maintenant c'est prouvé, on va peut-être commencer à se demander, parce que pour l'instant les EHS c'est vu comme alors on sait que ça existe, on sait même qu'ils sont 5% électrosensibles. Et les électro-hypersensibles, ou les hyper-électrosensibles, sont parmi eux 1 sur 100. Ça fait déjà 3,5 millions de personnes dans le monde électrosensible. Et donc, si on prend 1% de ça, ça fait au moins 35 000 ou 50 000, au moins 100 000 électro-hypersensibles qui sont répartis sur le territoire français, à peu près 1 millier par département, qui sont paumés, qui sont chacun enfermé dans une cave, qui est enfermé enfin tous enfermés, on les voit jamais. Donc vous savez pas que dans votre voisinage vous avez quelqu'un comme ça, et vous le verrez jamais parce qu'il peut pas sortir. Et souvent, ce qui est plus terrible, c'est que les familles n'osent pas en parler. Ils ont un fils ou une fille ou un grand-père, une grand-mère qui est enfermé dans la cave, tout ça. On a vu ça, on a pu deviner ce qui se passait, ce nombre incroyable de gens qui sont mis à part comme ça de la société, qui sont quelquefois même pas considérés, dans certains départements, ils sont même pas considérés comme handicapés, ce qui est très grave, quoi. C'est carrément une campagne d'extermination, quoi. Ils sont déportés par eux-mêmes, puisqu'il faut bien qu'ils aillent dans les endroits où ils se sentent protégés, où ils arrêtent d'avoir mal à la tête, donc ils se déportent eux-mêmes dans des endroits où il y a moins d'ondes, ou pas du tout, et on diminue les endroits où il y a moins d'ondes jusqu'à les exterminer, quoi. Donc c'est le même phénomène que quand on emmenait les Juifs dans des camps de vacances, quoi, en 42, parce que ça suffisait, quoi. Et puisqu'ils veulent vivre entre eux, ils allaient se retrouver entre eux en Allemagne dans des camps aménagés. Puisqu'on emmenait les enfants et les vieux, c'est que forcément ça allait être aménagé pour qu'ils restent en famille. Donc quand on a vu après qu'il y avait extermination, tout le monde est tombé des nues, quoi.
Ben là, voilà, faut se réveiller, il est encore temps. Là, il y a bel et bien en France le même phénomène qui a lieu. Alors évidemment, c'est une extermination douce, hein, c'est pas du tout, il n'y a pas de bruit de bottes, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de Gestapo, tout ça. C'est fait très gentiment. C'est-à-dire, ah bon, vous avez mal à la tête, bah vous avez qu'à aller dans l'endroit où vous avez moins mal à la tête. Alors les gens, comme je l'ai fait aussi, quittent leur maison, leur emploi, quittent tout pour trouver un endroit où ils auront plus mal à la tête. Alors ils le trouvent, il suffit qu'il n'y ait pas d'antenne, mais à ce moment-là, on vient mettre une antenne. Alors ils se déménagent encore, ils vont se mettre ailleurs, et puis à nouveau, ah tiens, vous êtes dans une zone blanche, ah c'est intéressant, ben on va mettre une antenne puisque ça capte mal, et hop, on remet une antenne, évidemment, la personne va fuir à nouveau, jusqu'à ce qu'elle se retrouve enfermée dans une caravane ou dans des murs de pierre, dont on ne peut plus sortir du tout, parce que dehors c'est devenu radioactif, quoi, on va dire. Puisque c'est une radiation comme la radioactivité, sauf que la radioactivité modifie les choses sur le plan chimique, alors que la radioactivité des ondes électromagnétiques modifie les choses, non pas sur le plan cellulaire, mais pas sur le plan cellulaire aussi, mais pas sur le plan chimique, sur le plan électrique, électromagnétique qui existe dans la circulation du corps, mais ça revient au même, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez irradié en permanence. Donc ça, c'est vraiment, il est temps que s'il n'y a pas des soutiens comme cette pétition là, qui a lieu, s'il n'y a pas des soutiens pour cette cause-là, ben ça deviendra de plus en plus difficile de s'en sortir vivant. D'autant plus que c'est embêtant parce que ça empêche ces gens-là de vivre, d'apporter tout ce qu'ils peuvent apporter. Il se trouve que j'ai remarqué sur des statistiques un peu locales, donc qui tiennent pas compte de gens qui ont cette même maladie mais qui restent en place parce qu'ils peuvent pas déménager, ils peuvent pas s'enfuir tellement ils ont des situations précaires, qui du coup meurent en 2-3 ans d'un cancer parce qu'ils restent exposés aux ondes dans des souffrances terribles. Moi j'ai rencontré plutôt des gens qui ont réussi à fuir et à se mettre ailleurs, et dans ces gens-là il y a beaucoup d'HPI, c'est-à-dire de gens extrêmement intelligents. Il y a beaucoup de gens HPE, c'est-à-dire des gens qui ont une grande émotionnalité très forte, qui sont donc des sensibles, qui sont pas que électrosensibles, mais qui sont aussi hypersensibles du point de vue de sensitivité, quoi, c'est-à-dire sensible, intuitif, artiste, et il y a des indigos aussi dans ce nombre-là, et donc des gens qui font partie de ceux qui sont porteurs de solutions pour la société entière, et qui sont mis de côté comme ça, écrabouillés. Donc s'il y avait Mozart maintenant, il serait trop hypersensible, c'est sûr, puisqu'il était déjà hypersensible. Donc c'est tous des Mozart, des Einstein qu'on assassine en ce moment grâce à ces espèces de pollutions électromagnétiques complètement délirantes, parce que il n'y avait pas besoin de prendre ces longueurs d'onde là qui sont faites pour le corps, de les utiliser pour faire marcher des machines. C'est dire à quel point la machine est devenue beaucoup plus importante que l'homme, et qu'on va bientôt être remplacé par des robots, puisque l'humain n'a plus aucune importance, puisqu'il produit moins bien qu'un robot, pourquoi on le garderait? Il y a des gens qui travaillent d'ailleurs qui se comportent maintenant comme des robots. On a vu ça avec une illustration récemment. On leur demande un truc tout simple, parce que comme on est handicapé, on demande qu'on nous donne. On ne peut pas aller chercher un produit qui est réservé qui est offert à tout citoyen de la commune. On ne peut pas aller le chercher puisqu'on est handicapé. Et ben, ils refusent de nous l'envoyer, ou par la poste de nous le donner dans la boîte aux lettres. Non, parce que ça se fait pas, donc et alors on discutait avec la dame pour lui dire, mais attendez, c'est complètement idiot, vous pouvez faire une exception, je veux dire, c'est pas, ah bah oui, mais si on faisait une exception, on serait obligé de la faire pour tout le monde. Mais non, tout le monde n'est pas handicapé. Et la personne reste braquée dans son truc, tout dans un discours complètement fou, et à ce moment-là, on lui a dit, mais si vous répétez uniquement les instructions qu'on vous a données pour garder votre boulot, vous êtes exactement comme une machine. À ce moment-là, puisqu'on vous propose de devenir humain et d'avoir une initiative propre à un être humain, qui dit effectivement, les pauvres, ils payent pour un service qu'ils n'ont pas du tout parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher ce matériel. Donc, puisqu'ils payent, on peut quand même faire un effort. Non. On ne sort pas de la ligne comme c'était la ligne du parti autrefois, par peur de déraper, par peur d'être pris à partie par un supérieur extrêmement méchant. Et effectivement, il y en a maintenant plein de supérieurs méchants, agressifs, qui terrorisent leurs employés. C'est le managing à la française, là. Et donc, du coup, on lui dit, mais puisque, du coup, quelle est la différence entre votre comportement et celui d'un robot, une intelligence artificielle qui fait, vous êtes en train de vous comporter de telle manière que
vous allez bientôt être remplacé par une intelligence artificielle parce qu'il n'y aura aucune différence. Et alors, si vous voulez faire la différence, soyez humain, quoi. Essayez de faire mentir la machine ou le système, quoi. Mais évidemment, c'est pas ce qui est en route. Hein. Ce qui est en route, c'est remplacer petit à petit de mettre des gens qui sont déjà robotisés dans leur tête dans les postes clés pour que les nomenclatures, les processus soient mis en place de manière extrêmement presque informatisée. Et une fois qu'ils sont complètement informatisables plutôt, et une fois qu'ils sont complètement informatisables parce que les professionnels les ont réglés, on remplace ça on les informatise pour de bon et on remplace ça par une machine. Et du coup, les gens travaillent à leur propre élimination en tant que salariés. Évidemment, c'est super si on vit dans un système fraternel et liberté, égalité, fraternité. C'est dramatique si on vit dans un système capitaliste où si vous perdez votre emploi, vous rentrez dans la cohorte des chômeurs et des malheureux. Voilà, donc vivement qu'on soit remplacé par des machines, à condition qu'on ait renversé le système capitaliste, sinon ça sert à rien. Petit indice, ce qui va se passer, l'ascendant est sur Pluton en Verseau pour Berlin, Zurich en gros pour l'Allemagne, la Suisse, et puis pour Marseille, je l'avais dit, un peu le sud-est, un peu. Donc attention à ces endroits-là, la nouvelle lune est vraiment au descendant. Il peut y avoir rupture de contrat, rupture d'association, rupture de changement profond en Allemagne. Alors, est-ce que l'Allemagne va... Comme la question de l'Europe, je l'ai dit, toute cette année 2025 est posée à fond la caisse à cause du rapport à l'OTAN, du rapport à Poutine, hein, qui est quand même inquiétant, du rapport à Trump, qui s'en fout complètement de l'OTAN, qui lui dit démerdez-vous avec vos frontières, moi ça m'intéresse pas, et du rapport avec Israël, où on fait semblant d'être pro-israélien, enfin on fait semblant, on est carrément pro-israélien, alors qu'ils sont en train de faire une Shoah sur le Gaza, et ce qui est quand même pas très malin, c'est carrément une insulte à tous leurs ancêtres qui sont morts pour la liberté, quelque part pour quelque chose de juste. Ils sont morts pour des valeurs humaines dans les mains des nazis, et ils appliquent des techniques nazies sur les Palestiniens. On dirait qu'il y a une incompréhension totale de l'histoire, quoi. Et parce qu'ils ont transformé la conscience de la Jérusalem céleste, si on veut, de celle du judaïsme vrai, quoi. Ils l'ont transformé en nationalisme, parce que le judaïsme, c'est pas nationaliste, c'est une religion, et ils l'ont transformé, le sionisme, à petit, pas au début, hein, mais petit à petit transformé le judaïsme en nationalisme, et maintenant avec Netanyahou en fascisme. Et donc on a un fascisme qui crée un génocide racial, c'est du nazisme. Donc les Israéliens sont devenus nazis, et on voit des juifs français, quoi, donc qui sont des journalistes, tout ça, qui ne se rendent pas compte de la trahison totale qu'ils font de leur propre peuple, de leur propre religion, en soutenant un nazi sans prépuce, comme l'a dit Guillaume Meurice dans un de ses sketchs, qui est une appellation tout à fait juste. Donc il n'y a aucun antisémitisme là-dedans, il y a juste un dérapage total d'une certaine partie, heureusement pas tous, il y a plein de juifs israéliens ou français qui se révoltent profondément contre ce qu'on fait en leur nom, quoi, ce qu'on fait les massacres qu'on fait en leur nom, le génocide qu'on fait en leur nom. Mais sinon, il y en a qui n'ont rien vu parmi les grands experts en philosophie, les Raphaël Enthoven, etc. Des tas de gens qui font partie de cette communauté juive et qui sombrent dans un nationalisme d'extrême droite, carrément, sans voir du tout le problème, sans voir du tout le rapport avec la Shoah, ou en inversant le rapport avec la Shoah à leur avantage, pour s'imaginer qu'ils sont encore victimes, alors que dans le cas actuel, ce sont bien eux les bourreaux là-bas. Et tous ceux qui le soutiennent sont aussi, celui qui soutient le bourreau est aussi un bourreau. Donc c'est assez effrayant. Donc pour repartir de ce que je disais, l'Union européenne est dans tous ces problèmes-là. Elle est en train de mélanger le rapport à Israël et aux États-Unis et à l'OTAN, donc avec la nécessité, confrontée à la nécessité de se rendre plus indépendante. C'est ce que lui demande Trump. Et du coup, il a une action quelque part positive. Évidemment, c'est pour avoir à son avantage essayer d'envahir le Groenland. C'est pas du tout pour aider l'Union européenne. C'est encore pour faire un chantage manipulateur. Mais le résultat positif que ça, c'est que ça oblige les Européens à se bouger le cul
Mais pour l'instant, ils ont un logiciel complètement américain. L'Union européenne fonctionne dans un néolibéralisme parfait, quoi. Donc c'est l'américanisme. Donc on est en pleine. Vous verrez que ce mois-ci va être vraiment celui d'une transformation très très profonde de la société, des accords internationaux. Ça va bouger très très fort. Et en particulier, l'Union européenne est obligée de se bouger. Le fait qu'elle soit occupée, que son Parlement soit occupé par une grande partie d'extrême droite est regrettable, et ça peut très bien mener, dans un premier temps, dans des directions complètement négatives. Ben évidemment, et on voit Giorgia Meloni, la maîtresse d'extrême droite de l'Italie, qui s'arrange très bien avec Ursula von der Leyen, qui s'arrangent très bien toutes les deux, ce qui prouve que les femmes peuvent être aussi contre les hommes, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça que le féminisme veut prouver. Ben là, on a gagné, parce que il y avait déjà eu Thatcher, hein, comme dans la chanson de Renaud sur les femmes, qui était une très belle chanson. Sauf peut-être Madame Thatcher, il disait à chaque couplet. Enfin, vous la connaissez. Donc, il y a une émission qui a parlé de la véritable... Donc tout ça, c'est des questions un peu de géopolitique. Et en fait, la vraie question toujours que je pose, c'est quand est-ce qu'on rentre en décroissance voulue et contrôlée, et voilà. Parce que alors c'est marrant, parce que dans le débat de midi c'est quel jour du 22 juillet sur France Culture, je crois, il y avait Jean Covici qui était invité. Et ils ont parlé de la mutation écologique qui est nécessaire, hein, selon le GIEC et tout ça. Bon, avant 2030, il faudra des gros changements qui aient lieu, et puis on n'en prend pas du tout le chemin, on va même dans le sens inverse, il y a un constat très très noir qui est en train d'avoir lieu. Et Jean Covici, avec son association qui s'appelle SWIFT, là, enfin moi je préfère les travaux que fait le réseau sortir nucléaire, ou bien le projet Negawatt, ou Greenpeace, que le projet SWIFT qui est plus un peu plus gouvernemental, on va dire. Mais bon, il dit qu'on est rentré en décroissance sans le faire exprès, et que la décroissance, quand on le fait pas exprès, c'est ce qui est de pire, parce que à ce moment-là, ça s'appelle un appauvrissement. Il donne la date du début de la courbe, et bingo, qu'est-ce que c'est? C'est 2007. Et 2007, c'est là où j'avais dit que c'était le pic de notre civilisation. J'avais prévu ça avec l'astrologie universelle de mutation. J'avais dit que l'opposition de Pluton à Proserpine, hein, Pluton en Sagittaire, à fin du Sagittaire et Proserpine en fin du Gémeaux, marquait en fait une espèce de changement de cap, quoi, et qu'on allait vers une décroissance obligatoire. Donc, vous voyez, des années après, on a des confirmations par des courbes scientifiques de ce que dit l'astrologie, plusieurs années avant. Voilà. Je vais arrêter là. Dans les autres podcasts, je vais recommander Comment naissent les civilisations. C'est un podcast aussi qu'on va trouver de vieilles émissions de 58 ou 80, mais ils sont excellentes parce que sur l'anthropologie, c'est du 20 juillet ou 21 juillet, je crois, 2025. Voilà. Avoir raison avec Jean Giono, ça c'est vraiment un type qui avait vu les choses un peu en avance. Alors il peut être vu comme réac ou par certaines personnes de gauche dans les années 70, on disait ça. Maintenant on commence à se dire, bah oui, il a été plutôt très très en avance sur son temps. C'est un peu notre Henri David Thoreau français, provençal. Et c'est quelqu'un qui était pacifiste. Et maintenant on commence à voir, à travers les ZAD et tout ça, qu'il avait raison. Il y a aussi, je recommande toujours Capitalisme, une histoire de la Terre. C'est sur la Terre au carré. Il y a un si vous prenez les émissions successives, ça fait un podcast entier. C'était en 2025, ça a eu lieu. Et puis toujours Simone Veil, Dieu sans le dogme, dans les nuits de France Culture. Aux environs du 1er juin 2025, ça a commencé. C'était tout le 1er juin, d'ailleurs, le 1er et 2 juin, enfin, c'est des séries à suivre. Et là, vous avez vraiment l'histoire de Simone Veil, avec un W, pas avec un V, pas la ministre, hein, la philosophe, qui est vraiment géniale. Et puis toujours Giuliano d'Ampoli, dans l'émission Signe de temps, de je sais plus quelle date, qu'il faut vraiment écouter aussi, l'ère du chaos, l'ère des prédateurs, je sais plus. Voilà. Sinon, bah voilà, vous avez des choses à écouter pour l'été.
reportez-vous à la dernière pleine lune où j'ai fait un résumé complet de certains bouquins ou podcasts pour l'été aussi. Et donc, ben voilà, pour cette nouvelle lune, rappelez-vous. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi pour Moscou et Jérusalem, Mars sera en Vierge, sera au descendant. Donc Moscou, Gaza, Jérusalem, tout ça ont l'ascendant Poisson sur Nessus, ce qui diminue certainement pas les haines et les voilà. Mais il y a la dominante de Mars au-dessus d'Apollon, ce qui fait que il y a des tentatives peut-être de paix avec Mars en Vierge, c'est d'être raisonnable. Je rappelle que la Vierge réagit au Lion. Le Lion, c'est Mars en Lion, c'est Poutine, hein, justement. Mais là, il y a l'idée de... C'est quand même encore tendu, quoi. C'est peut-être pas encore maintenant qu'on va voir. Il y a des tentatives de paix, on va Mars en Vierge, on essaye de raisonner, c'est fou, quoi. Mais ça se fait pas. Alors là où il faut regarder d'un œil attentif quand même, c'est que sur Pékin, cette nouvelle lune, donc je rappelle, est très puissante, donc très active, très yang, elle a lieu avec l'ascendant Jupiter Cancer, trigone au milieu du ciel en Poisson. Tout ça, ça paraît de l'eau, tout ça, mais il faut pas oublier que c'est le psy du peuple. Alors, soit ça fait monter une conscience dans le peuple il y a quand même des résistances en Chine qui se font jour petit à petit, ça fait monter une conscience de résistance intéressante, soit, attention, comme la nouvelle lune en Lion, qui représente un peu le pouvoir, est quand même en maison 2, qui est un endroit d'acquisition, opposé à Pluton rétrograde en maison 8, qui est là pour un sens presque de danger de mort et tout ça. Faut se méfier des vues qu'ils ont sur Taïwan, tout ça, et qui seraient la tendance pour terminer le cycle des 4 cavaliers d'Apocalypse, c'est encore eux qui manquent dans la série. Il faudrait faire attention ce mois-ci qu'ils se décident pas à essayer d'acquérir, enfin de faire mainmise sur ce qu'ils croient qu'il leur appartient, c'est-à-dire le régime démocratique de Taïwan, après avoir détruit le régime démocratique de Hong Kong. Voilà, ça faut faire vraiment gaffe à ça, d'autant plus que cet ascendant... Alors, pourquoi? Parce que Jupiter est dans l'exaltation en Cancer, et le Cancer c'est le signe du peuple, hein, le peuple chinois, donc Jupiter c'est les valeurs, donc on peut très bien, un nationalisme exacerbé peut se déclencher, et comme c'est carré exact à Bacchus en bélier qui va se retrouver au milieu du ciel, pour ce pays-là, et Bacchus c'est vraiment l'hubris, hein, c'est l'excès, c'est l'avidité, tout ça, qui est mélangé avec Saturne Neptune en bélier. Alors Saturne Neptune représente le communisme, justement, l'idée de communauté communiste, de communauté nationale, de partis frères là qui organisent tout un mouvement des masses, comme ils disent. Et ça, ça peut faire penser à une espèce de révolution culturelle nationaliste, ou plus ou moins nazie, nationale, socialiste. Et donc, voilà, je recommande de faire très attention à ce qui est en train de boutiquer à Pékin. Et ça peut évidemment avoir une action sur Moscou, puisque à Moscou, la conjonction Orcus-Apollon au-dessus de Mars en Vierge est en maison 7. Donc, faut bien se rappeler qu'en 2014, j'avais prévu, les journaux n'en ont pas parlé, mais ça se regarde l'astrologie, j'avais prévu, et je pense que ça a eu lieu, qu'il y a eu un accord secret entre Moscou et Pékin sur des assistances mutuelles qui ne seront pas déclarées dans le but de gagner du temps dans la course aux armements de manière et d'être comptabilisés comme des pays différents et non pas comme des pays unis. Donc il y a une espèce d'union secrète de pays qui sont alors, autrefois c'était la guerre froide contre les communistes, puisqu'il y avait le communisme maoïste et le communiste stalinien, mais là on est bien loin de ça, hein. Là maintenant c'est deux pays qui sont tous les deux nationalistes, donc fachos, quoi, on va dire, dictatoriaux et fachos. Le parti communiste chinois, c'est une vaste fumisterie, quoi. Il y a pas plus, c'est pas plus communiste que quoi que ce soit. Mais voilà, c'est bien une organisation extrêmement autoritaire dans les deux cas, et qui ont des accords secrets. Et là, il semble, voilà, ça sent que ça pourrait se réveiller à cette occasion si Pékin fait quelque chose,
ça pourrait être un moyen pour Moscou aussi d'accélérer ses attaques sur l'Ukraine pour essayer de... Parce que le peuple, avec le Mars au descendant, il peut y avoir des protestations du peuple qui dit ça suffit, il y a des soldats qui reviennent à la maison entre quatre planches, quoi, dans des cercueils plombés, quoi. Et donc, ça fait ça pour les États-Unis avec le Vietnam. Les gens en ont marre, je veux dire, et personne n'aime voir partir son fils pour la fleur au fusil, on va leur foutre la pâtée, vous allez voir, puis revenir sous forme de Maccabée, ça plaît jamais. Et donc, comme ça fait quand même 3 ans que Poutine avait dit, ça va être vite réglé, vous allez voir, avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Et hop, dans 3 jours, on est à Kiev. Ouais, ça rappelle la guerre 18. Ouais, à Berlin, on va leur foutre la pâtée aux Allemands. Puis Nar Paris, c'est la même chose en allemand. Voilà, ils étaient tous sûrs de... Voilà, c'est la bêtise un peu des guerres, quoi. Et ça fait 3 ans que ça dure. Donc c'est pas 3 jours, c'est 3 ans. Ça fait 365 fois plus, et 365 fois plus, c'est beaucoup. Donc il doit être... Poutine va vouloir... non pas faire la paix, parce que c'est pas du tout son genre, mais accélérer les processus pour répondre aux besoins de son peuple, qui lui dit pas d'arrêter. Son peuple, il a lavé le cerveau de son peuple depuis 25 ans maintenant, qu'il est au pouvoir, et donc il les a lavés, relavés, c'est leur cerveau, ils sont complètement, comme dans toute dictature, sous l'effet d'une propagande, ils sont sûrs et certains que leur maître a toujours raison, oui maître, et donc ils le soutiennent dans l'idée, allez, Poutine, mais là, vas-y, il frappe plus fort, ouais, comme si c'était un combat de boxe, quoi. Donc Poutine, il va frapper plus fort, et c'est embêtant, parce que c'est... Voilà. Alors, la dernière chose qu'il faut voir, j'ai parlé que des aspects du yang, très très actifs et très très créatifs, là, c'est le moment de créer des choses. Encore une fois, je recommande aux gens de s'adresser à moi, pour, s'ils veulent créer un endroit sans ondes et où on puisse vivre ce que j'appelle en spiritualité, c'est-à-dire en mêlant l'aspect spirituel et libertaire, ce qui était le cas du Christ, mais qui est ou de Gandhi aussi. Enfin, il y a pas mal de gens, ou Henri David Thoreau, mais souvent c'est vécu comme étant opposé. Les méditants croient qu'ils vont résoudre tout en étant uniquement à l'intérieur d'eux-mêmes, et du coup ils s'intéressent pas assez au mouvement collectif. Et les militants, il y a les méditants et les militants. Les militants, eux, croient qu'ils vont tout résoudre avec leurs petits bras en faisant des actions spectaculaires, mais ils oublient que en fait, c'est pour ne pas être en surbooking ou en burn-out. En burn-out militant, il faut qu'ils puissent se ressourcer par la méditation. Ce qui était fait dans le mouvement Extinction Rébellion en Angleterre, et ce qui ne se fait pas malheureusement en France, ressourcement du groupe en méditation, de manière à retrouver les intuitions ensemble, retrouver. Donc ça, c'est l'avenir, c'est ce que j'appelle la méditation. Et ça, voilà, c'est quelque chose vraiment à faire. Et je rappelle que donc ce thème contient de manière cachée, enfin cachée, non, on peut lire dans le thème une étoile de David un petit peu dans les signes toujours féminins, donc terre et eau, qui contient cette grande étoile de David, l'ascendant en Capricorne, qui est sextile au nœud nord en Poisson, donc ça incite à la méditation là aussi. Pour résoudre avec Nessus dessus les négativités, tout ça est sextile à Isis en Taureau, donc l'apparition d'intuition extrêmement intéressante, ou même dans le corps, l'intuition de sensibilité du corps qui augmente avec cette descente d'énergie, quoi. Et puis c'est sextile lui-même à Proserpine en Cancer, ce qui nous amène à ce mot-clé méditation que je prends toujours pour Proserpine, ce qui amène à creuser le féminin en soi-même, le féminin, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, il s'agit de creuser la sensibilité, d'apprendre à écouter la nature, d'écouter le corps, écouter tout ça, et se ressourcer dans des méditations profondes, de manière à retrouver la véritable ouverture du cœur, qui est pas simplement les illusions amoureuses, qui contient, enfin, dans l'illusion amoureuse, de toute façon, le cœur s'ouvre aussi, le vrai cœur s'ouvre. Mais disons que quand on prend ça trop au niveau ou sexuel, ou même des fois échangiste, pornographique, tout le bazar, ça risque pas d'améliorer la dimension du cœur. Donc cette dimension du cœur est sextile à la conjonction Orcus, Apollon, le sud Mars, qui a priori est un peu négative avec Mars Orcus. Apollon étant coincé là-dedans peut être
avoir des tendances dogmatiques, on va dire. Bon, sauf pour ceux qui ont un Apollon positif dans leur thème, mais disons, il peut être un peu entraîné dans un dogmatisme un peu... Ouais, faut faire attention au fanatisme avec cette formule-là, quoi. C'est toujours... Mais si on suit avec la Vierge et les traditions, ce qu'ont enseigné les traditions, les techniques, les processus méditatifs qui ont été enseignés comme Vipassana, comme etc., enfin, ou ce qu'enseignent les maîtres, Apollon c'est quand même les maîtres aussi, on peut avoir une mise en route Mars de toute discipline au quotidien qui peuvent être extrêmement... Je dis toujours, et si vous méditez pas tous les jours, vous perdez énormément de temps, hein, énormément. Alors que si on médite tous les jours, on fait tous les jours des progrès. Si on saute une journée, il faut 4 jours pour revenir au niveau de méditation où on était. C'est un peu dommage. Il suffit de le faire tous les jours, même si c'est pas très long, on augmente le temps petit à petit. Mais surtout, ne jamais rater un seul jour une méditation. Puis si on l'a raté le matin, qu'on l'a raté encore le midi, qu'on l'a raté encore l'après-midi, vous la faites le soir sur l'oreiller, et comme ça, vous créez une espèce de promesse que vous faites à vous-même, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Le dernier sextile se fait avec Poséidon, qui est avec la lune noire en Scorpion, et avec Junon. Donc là, il y a du travail qui se fait sur les relations avec Vesta, aussi sur les relations affectives en général. Donc il y a un gros travail qui se fait sur le sexuel, l'affectif, sur le féminin, l'exigence que le féminin a dans le couple, de trouver sa dimension, on pourrait dire presque mystique. La jouissance du féminin mène à la mystique, hein. Et la jouissance du féminin, c'est pas que dans la femme, c'est dans soi-même aussi. Comment dire, un homme qui fait bien l'amour sent complètement le féminin en lui-même et dans l'autre au moment où il y a l'orgasme, ce qui lui permet d'aller beaucoup plus loin que simplement un lâcher prise, comment dire, trop rapide, quoi, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire trop précoce. Voilà. Donc et là il y a une idée de transcender, hein, il y a une idée de tantrisme, il y a une idée de pas forcément s'identifier à la jouissance physique, mais d'entrer dans la profonde, ce qu'on appelle l'orgasme cosmique, c'est-à-dire d'entrer dans l'intériorité de l'échange qui a lieu entre deux corps quand ils sont complètement relâchés, quand ils sont complètement, justement, qui sont pas accros dans une avidité de l'autre, mais qui sont plutôt dans une espèce de bonheur et de paix mutuelle, quoi. Et ça se recherche, c'est pas facile ça s'apprend, quoi. C'est pas forcément du premier coup. Et le dernier sextile, c'est avec, soit en Capricorne avec Quaoar, soit plutôt avec l'ascendant Capricorne. Voilà, donc on a presque une étoile de David dans les signes féminins, ce qui m'incite à vous dire encore une fois pour ce mois-ci, surtout méditez, vous allez faire d'énormes progrès au niveau spirituel, avoir des insights, avoir des compréhensions accélérées. Plus vous allez être immobile, tranquille, plus vous allez aller vite, en fait, avec ces aspects-là. Mais ça n'empêche pas, ça c'est le point de vue méditatif, le point de vue militant, on va dire, ça n'empêche pas que c'est le moment de mettre en place, avec le trigone Saturne-Neptune, Soleil et Lune, de mettre en place des nouvelles manières de penser, et le sextile à Uranus en Gémeaux, des nouvelles manières de penser très habiles, très rapides, de mettre en route des mouvements qui politiquement vont porter une autre construction, une destruction de l'ancien, des institutions, pour amener une autre construction avec le trigone Uranus-Pluton qui va exciter finalement tous les gens qui ont la soixantaine actuellement, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont nés au moment de la conjonction Uranus-Pluton et qui se sont fait un peu berner par l'aspect informatique à partir de ces années-là, ça a été l'internet. Quand ils ont été trentenaires, ils se sont tous retrouvés coincés entre la chaise et l'écran, là, à cliquer ceci, cela. Et le résultat actuel de cette espèce d'envahissement des idiophones partout, et le résultat de ce manque de communication qui a eu lieu à cause de ces machines. Et ça a augmenté la capacité d'information et de clarification des peuples par rapport à leurs institutions. Les gens se sont réveillés, ils ont compris des choses politiquement, mais en même temps, le système technologique, il n'y a jamais une technologie qui est que positive, quoi. Elle a paru positive, puis après elle a montré sa négativité en enfermant les gens chacun dans leur maison, ce qui explique l'énorme inaction qu'ont les gens actuellement, l'énorme passivité, on va dire, soumission inconsciente d'ailleurs, parce que quand ils discutent entre eux devant un pot
à la terrasse, alors là, c'est tous des vrais rebelles, des vrais révolutionnaires. Il n'y en a pas un qui fait quelque chose avec les autres, c'est que du blabla. Et ça, c'est dû à l'importance de la quantité d'informations gérées quand on est devant son écran. On gère trop d'informations par rapport à notre capacité à digérer. C'est comme si on devenait obèse, c'est ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire on devient incapable de gérer cette quantité d'informations trop énorme, et ça entraîne cette passivité politique, quoi, cette impression, il n'y a rien à faire, on peut rien. Ben, la preuve, il y a eu 1,5 million de gens qui ont signé la pétition, dont vous faites sûrement partie, et c'est bien la preuve que ça, parfois, ça vaut le coup de se bouger. C'est comme les trucs d'aller voter, ça sert à rien d'aller voter si on veut, dans le sens qu'à chaque fois c'est pour les mêmes, mais vous pouvez symboliquement aller voter des fois au premier tour pour faire monter des choses inattendues. Après, quand vous avez le choix entre deux extrêmes droites, une extrême droite douce et puis une extrême droite affirmée, évidemment, la question de qu'est-ce qui est moins pire, ça devient un peu... voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Voilà, tu préfères avoir une patate à la place du nez ou avoir des jambes en coton, hein. Voilà, c'est un peu ce genre de choix là. Bon bah non, vous n'êtes pas obligé de choisir. Dans ce cas-là, vous dites non, stop, je joue plus, quoi, je ne joue plus. Par contre, voilà, le fait de déclencher des expressions populaires parce que c'est une grande foire politique, les élections, bah, c'est le moment de décrédibiliser tous ces gens qui se servent de la parole comme tremplin à leurs ambitions, à leurs mensonges, à leur corruption. Pour la prochaine nouvelle lune, je vous expliquerai justement peut-être des choses sur la corruption et ses remèdes, parce que ça vaut le coup, et là il vaut mieux s'arrêter, ça fait déjà 1 heure, bientôt 1h40 qu'on dit. Donc je vous rappelle que pour les nouvelles lunes, ne loupez pas l'heure exacte. Pour la pleine lune, on verra si je serai à l'heure pour la pleine lune pour la mettre. En tout cas, là, cette émission, cet enregistrement est fait avec pas tous les moyens techniques dont j'ai à disposition. On verra bien. J'espère que ça sera mis à temps. Notez à l'avance, à cause de cette difficulté en tant que handicapé que j'ai de faire ces audios, notez dans un calendrier les heures à laquelle ont lieu ces nouvelles lunes et ces pleines lunes, parce que si comme je suis pas seul à faire ça et que je dépends d'autres personnes à cause de ce handicap, et que ces autres personnes, par exemple là cet été, sont pas forcément disponibles, il peut y avoir des fois des retards. Donc excusez-moi à l'avance de ces retards, ils sont pas de mon fait, je fais mon possible, mais quand on peut faire travailler plusieurs personnes en même temps et qui sont pas forcément disponibles, bah, ça fait ça. Donc notez à l'avance les heures des nouvelles lunes, parce que c'est là, faut surtout pas les louper en tant que méditation. Il faut faire la méditation à l'heure pile, donc en commençant 20 minutes avant et en se terminant 10 minutes après, par exemple. Mais pour les pleines lunes, commencez à méditer un jour avant et méditez le jour de la pleine lune autant de fois que vous pouvez, le plus possible, et le lendemain aussi. Il y a 3 jours pour la pleine lune. Je rappelle ça parce que souvent les gens s'affolent. Ah, j'ai raté l'heure de la pleine lune. Mais ça n'a aucune importance. La pleine lune, c'est pas 1 heure, c'est un épanouissement. C'est comme une floraison de la lune. La fleur, elle est plus ou moins ouverte, mais peu importe, du moment qu'elle est ouverte, vous pouvez sentir son parfum. Alors que la nouvelle lune, c'est un moment en germe. C'est un moment, c'est à 5 minutes près, quoi. Voilà, petit rappel nécessaire pour que vous ne... Donc, si vous devez vous inquiéter pour une heure de méditation, inquiétez-vous pour l'heure des nouvelles lunes et ne les ratez pas, même si moi, je suis un peu en retard ou ça arrive trop tard sur Internet ou sur YouTube. C'est comme ça. Faites comme vous pouvez, mais ne le loupez pas parce que c'est tellement important et ça entraîne tellement de choses positives quand beaucoup de gens... Ce sont des méditations mondiales parce que dans le monde entier, la nouvelle lune a lieu au même moment, à la même seconde, partout sur la Terre. C'est pas la même heure selon les fuseaux horaires, bien sûr, mais c'est au même moment. Ça, faut bien le comprendre. Donc quand vous méditez avec peut-être des millions de gens en même temps, peut-être même 1 milliard, parce que les hindous font bien attention à ça aussi, hein, et ils sont pratiquement 1 milliard, ouais, donc ils sont pas tous méditants, loin de là. Mais donc ça veut dire il y a beaucoup de gens en même temps, et ça peut sauver la planète. Plus il y en aura. Je rappelle que s'il y a seulement 1,5% de la planète, des terriens de cette planète qui méditent en même temps, il y aura une diminution de 50% des violences, des pollutions, des crimes, des viols. Tout ça a été prouvé scientifiquement par des groupes.
qui ont fait des expériences sur des zones plus petites. Bon, bah, voilà, sur un pays, il faudrait donc, la France doit être 0,15% seulement. Il suffirait qu'il y ait seulement 10 fois plus de méditants en France pour atteindre le 1,5%. Et on aurait à ce moment-là, un changement très net de toutes les politiques, parce qu'on a pour l'instant, on a les politiciens qui méritent, parce que on est trop dans le mental et pas assez dans la conscience, pas assez dans l'intuition. Voilà. Bon, ben, bon entendeur, salut, comme on dit. Bonne méditation à tous, et bonne méditation, c'est-à-dire agissez à partir de l'intuition, non pas à partir de l'excitation mentale, ou de l'auto-hypnose égotique que ça crée. Dernier conseil. À bientôt et à la prochaine pleine lune qui aura lieu donc vers la mi-août, plutôt 8 août par là. Ouais. Vérifiez par vous-même sur votre calendrier. Au revoir.